J'invite maintenant pour la seconde partie de notre remise de prix Charles Séguin, professeur au département des sciences économiques, à venir nous présenter le prochain lauréat. Bonjour, je suis enthousiaste de vous présenter le lauréat du prix du mérite relève étudiant de premier cycle, Jack Infan, ou Jack, comme tous le connaissent au département des sciences économiques. Dans toutes sortes de contextes, Jack lève toujours la main. Évidemment, Jack lève la main en classe. J'ai eu le privilège de lui enseigner dans mon cours favori, cours d'économie de l'environnement. J'ai pu constater à quel point il est une personne studieuse, brillante, curieuse, investie dans sa réussite, mais aussi dans celle de ses collègues de classe. S'il y a une chose, un combat dans lequel tous les économistes sont unis, c'est le combat contre l'inflation. Et ça inclut aussi l'inflation des notes. C'est pas toujours facile d'avoir des bonnes notes en sciences économiques. En plus, un programme très exigeant au baccalauréat. Et malgré tout, Jack a réussi à être l'un des rares étudiants à avoir une moyenne au-dessus de 4 sur 4,3. Jack lève aussi la main pour participer à des activités académiques à l'extérieur des cours pour approfondir ses connaissances. Il a par exemple participé au défi du gouverneur de la Banque du Canada, où il a pu présenter ses recommandations relatives à la politique monétaire canadienne. Comme directeur de programme, j'ai pu aussi voir que Jack lève la main pour s'impliquer dans la vie universitaire. Quand l'association étudiante en sciences économiques cherchait de nouveaux membres de son exécutif, Jack leva la main. Quand on cherchait des membres au comité de programme, Jack leva la main. Quand je cherchais des volontaires pour les portes ouvertes et pour aller faire du recrutement dans les cégeps, Jack leva la main. Jack a un souci constant du bien-être des autres et un désir de partage. Il lève même la main quand les questions sont implicites. Sachant que la persévérance au baccalauréat en économique est un enjeu, il a mis en place un système de tutorat et d'aide aux examens pour favoriser la réussite de ses pairs. Encore hier, il participait à la journée culturelle des étudiants en sciences économiques, où il a partagé à la fois les traditions et la culture populaire de la Chine. Jack lève aussi la main à l'extérieur des murs de l'UQAM. Il s'implique bénévolement depuis 10 ans dans le cadre d'activités éducatives pour des enfants, des jeunes et des adultes, axées sur le progrès social et le développement communautaire. Jack est un modèle d'excellence, d'engagement et de générosité. Félicitations, Jack. Bravo, Charles. Merci, Charles. J'invite maintenant Tanguy Picard, étudiant au doctorat en sciences de la Terre et de l'atmosphère, à venir nous présenter la prochaine lauréate qu'il admire beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. On a tous écrit pour le dossier de Chloé beaucoup de belles choses qui sont en arrière de son panneau, mais ce n'est pas forcément de ça dont je voulais parler aujourd'hui. Je voulais plus vous présenter la Chloé que je connais. Elle n'aime pas forcément être mise en avant, donc je vous propose de parler d'elle à travers notre dernier projet, une murale qu'on a réalisée au SH, une murale qui a été réalisée par l'artiste Moul Moul. La murale représente en fait différentes initiatives sur le campus, que ce soit les sciences ou des initiatives étudiantes, et on y trouve dedans genre plein de formes, comme en papier collé sur les murs. On peut y voir une tasse de café, qui représente le café Saint-Fractal, où Chloé s'implique depuis au moins 2018. Chloé a fait son dernier shift au café la semaine passée. Petit moment d'émotion. Chloé diplôme à l'automne et devrait quitter l'UQAM, en tout cas en tant qu'étudiante. Je voudrais en profiter pour saluer l'engagement de Chloé au sein de l'AESS, du café, de l'AEE, où elle s'est battue pour l'environnement, la défense de l'environnement, la justice climatique, la marchandisation des savoirs. Elle a lutté pour une UQAM comme lieu de rencontre, comme lieu de communauté, comme lieu de partage et de transmission. Je voudrais aussi souligner cette petite branche de conifères dans un vase bleu qui est présente sur cette murale, qui me fait penser à sa recherche, son goût pour l'environnement et pour la beauté de la nature. Je dis conifère parce que c'est pas très clair si c'est une épinette qui est censée avoir des épines carrées qui roulent entre les doigts ou un pin gris avec 2 aiguilles courtes. C'est très important pour Chloé de bien nommer les différentes espèces de conifères, les mousses, lichens et autres choses qui poussent dans nos forêts au Québec. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui poser. Elle adore en parler. Et je voudrais aussi peut-être souligner cette petite rainette rose qui est en bas de la murale et l'atome de méthane, qui me font vraiment plus penser à sa recherche sur le stockage du carbone dans les tourbières de la Côte-Nord, projet pour lequel elle a excellé, et enfin, je parle sous la supervision de sa directrice de recherche, Michèle Garneau. Et
et pour laquelle elle a gagné différents financements, à la fois provinciaux et fédéraux. Par rapport à ça, j'aimerais aussi parler de cette lettre qui a été coécrite par Chloé, qui a été publiée dans Le Devoir, contre l'extension de Stablex, au détriment l'extension de Stablex qui devrait se faire au détriment d'une tourrière à Blainville, excusez-moi. Et c'est une question qu'on s'est souvent posée avec Chloé. Comment est-ce qu'il est possible en 2025, face à la crise climatique qui s'intensifie, en particulier au Québec, avec les feux de forêt qu'on a pu voir, comment est-ce qu'il est possible, en particulier au cours de la campagne électorale qu'on a pu voir, de parler d'encore plus de projets gaziers et pétroliers, de continuer à construire des infrastructures et de ne pas penser à un vrai plan de diminution, d'extraction et de consommation des énergies fossiles? Et est-ce que, même plus loin, est-ce qu'il est possible d'envisager d'arrêter de détruire les puits carbone? Les tourbières sont des vraies réserves de carbone aujourd'hui et on ne peut pas se permettre de gaspiller des émissions. C'est l'une de nos rares ressources qui absorbe au Québec du carbone de l'atmosphère, de nos pollutions. Croyez-moi, Chloé sera là et elle sera celle de ceux qui seront là pour lutter contre ces projets absurdes, qui ont des visions uniquement économiques et qui condamnent notre futur. Chloé, tu sais ce que je pense de toi. Tu sais que j'estime que tu fais partie de ces gens qui construisent un avenir meilleur, des mondes dans lesquels on a réellement envie de vivre, des mondes où on a envie de s'émerveiller, une société où on a la possibilité d'aller étudier par plaisir et non pour acheter un diplôme, pour ensuite payer une hypothèque. Chloé, je sais que tu finis ta maîtrise, tu vas laisser un vide, mais je suis confiant que la pureté de tes valeurs continueront à te guider, à nous guider en tant que société. Je suis fier de ton ami et j'aimerais finir sur quelque chose qu'on dit souvent, « Go girl ». Merci Tanguy. Autour de Laurie-Marlène Brault-Foisy, professeure au département de didactique, à venir présenter la prochaine lauréate. Bonjour tout le monde. C'est avec une très grande fierté aujourd'hui et également le plaisir très sincère de pouvoir souligner un parcours aussi remarquable que je vous présente la lauréate du prix Volet Relève étudiante 3e cycle, Jérémie Blanchette-Sarrazin. Jérémie, en fait, c'est le genre d'étudiant avec qui tout le monde rêve de travailler une fois au cours de sa carrière. C'est une chercheuse rigoureuse, brillante, passionnée, qui conjugue très naturellement une grande curiosité intellectuelle et un profond engagement social. Dans un milieu où l'excellence académique est la norme, Jérémie parvient tout de même à se démarquer, et pas seulement un petit peu. Sa moyenne parfaite au doctorat, ses publications dans des journaux de très haut calibre, son leadership dans plusieurs projets collaboratifs d'envergure, tous ces accomplissements font en sorte qu'on témoigne en fait d'un engagement scientifique qui est non seulement très solide, mais aussi très inspirant. Son projet de thèse, qui en fait était centré sur l'enseignement du cerveau à des jeunes enfants, était à la fois innovant, ancré dans les besoins des milieux, mais aussi porteur de retombées éducatives très concrètes. Et Jérémie se l'est approprié et l'a mené d'une main de maître avec beaucoup de rigueur, en élaborant des outils pédagogiques ludiques, donc pour les enfants, mais également validés, qui sont maintenant utilisés dans plusieurs milieux éducatifs à travers le Québec et même ailleurs. Donc, c'est assez rare de voir à ce stade du parcours doctoral un tel niveau d'intégration entre la recherche fondamentale et les pratiques éducatives. Mais au-delà des chiffres, au-delà des articles et des conférences, Jérémie se distingue surtout par sa capacité à faire avancer les autres avec elle, qui est une grande qualité en recherche et ailleurs. Donc, régulièrement, elle accompagne, elle mobilise, elle a cofondé une école d'été en neuroéducation, porté une foule d'initiatives de vulgarisation, elle agit régulièrement comme mentor auprès de ses collègues. Et donc, tous ces éléments-là témoignent justement d'un parcours qui est remarquable. Mais j'aimerais terminer en soulignant aussi une dimension qui est souvent un peu oubliée lorsqu'on célèbre l'excellence. Les personnes étudiantes, comme Jérémie, doivent parfois avancer dans leurs études en traversant des périodes de vie un peu plus exigeantes, des épreuves personnelles qui ne figurent pas sur un CV, mais qui façonnent pourtant profondément leur trajectoire. Ce fut le cas de Jérémie, qui a su faire preuve dans ces moments d'une résilience vraiment admirable. Et d'autres personnes étudiantes pourraient se reconnaître dans ce type
de parcours qui témoignent, à mon sens, d'une volonté profonde de continuer à apprendre, à donner le meilleur de soi, malgré les épreuves. Et donc, vous vous doutez bien que pour toutes ces raisons, Jérémie n'est pas seulement une étudiante chercheuse d'exception, elle est déjà pour plusieurs d'entre nous une collègue très inspirante et une figure marquante de la relève universitaire de l'UQAM. Je tiens donc à lui adresser mes plus sincères félicitations pour l'obtention de cette reconnaissance pleinement méritée. Bravo, Jérémie. Merci, Laurie-Marlène. Alors, une bonne main d'applaudissements pour nos lauréates et notre lauréat des prix du mérite relève étudiante que j'invite à venir nous rejoindre sur scène. Allons les accueillir. Viens avec moi. C'est impressionnant. Merci à nos présentateurs. Bienvenue à nos lauréates et notre lauréat. Prenez place. Merci beaucoup. Ah là là, c'est tellement impressionnant, tous vos accomplissements. Jack King, je vais commencer avec vous. Parfait. Je ne vous appellerai pas Jack quand même, là, on ne se connaît pas assez, mais peut-être à la fin de l'entrevue, on se connaîtra assez pour ça. Peut-être que je vous appellerai Jack à ce moment-là. On a bien vu dans la description de Charles, quand Charles parlait de vous, vous êtes un étudiant exemplaire, très, très impliqué. Vous avez occupé des postes à la vice-présidence de l'Association des étudiants en sciences économiques. Vous avez organisé des activités de mobilisation. Vous avez participé à une tournée des cégeps pour promouvoir le programme en économique. Vous faites du mentorat auprès de vos collègues, du bénévolat avec les enfants. Qu'est-ce qui vous motive à investir autant d'énergie, tant socialement que dans vos études? Oui, dans le fond, c'est vraiment un désir sincère de servir la communauté qui me motive. J'ai eu la chance de recevoir beaucoup d'aide tout au long de mon parcours, du soutenu des professeurs, aussi de mes collègues, et j'aimerais bien le redonner à la communauté. Et par ailleurs, je trouve que l'excellence personnelle est fortement reliée à la contribution à la communauté, c'est-à-dire que lorsqu'on contribue au bien-être des étudiants et à l'ensemble de la communauté, nous développons cette capacité personnelle. Et avec plus de capacité personnelle, on est capable de mieux servir la communauté encore plus. C'est comme une sorte de rétroaction positive. Encore plus, la réussite personnelle est importante, mais la réussite collective est cruciale pour l'amélioration de la société. Alors, je trouve que en contribuant, en aidant tout le monde autour de moi, en contribuant à la communauté ucamienne, je suis capable de contribuer à l'amélioration de la société et développer une future meilleure pour tout le monde. Tout à fait. Vous avez un parcours exceptionnel, on l'a dit, qui a été jusqu'à maintenant récompensé de plusieurs bourses, dont celle de Jean Soucy en économique et celle de Fessender Trott pour l'engagement communautaire et l'excellence académique. Ce soir, vous recevez le prix du mérite de la relève étudiante au premier cycle. Qu'est-ce que ça représente pour vous, cette marque de reconnaissance? C'est vraiment une très grande fierté et beaucoup d'émotions. Ce prix, c'est plus qu'une récompense, c'est aussi un encouragement à continuer à avancer dans mes études à UQAM, à la maîtrise. Ça m'encourage aussi à continuer à contribuer à la communauté ucamienne. Et ça m'encourage aussi à... c'est aussi une reconnaissance de toutes les personnes qui m'ont soutenu, comme mes professeurs, mes parents, mes collègues et aussi les enfants au bénévolat que j'enseigne. Cela me rappelle que l'excellence ne se construit jamais tout seul, mais c'est toujours avec le soutien avec les autres, avec leur soutien. Ouais. Mais bravo, Jackie. Merci. Jack. Ouais. On peut être Jack maintenant? Merci. Merci, Marie-Soleil. Chloé, je me tourne vers vous maintenant. Donc, Chloé reçoit le prix de la relève étudiante du deuxième cycle. Quand j'ai lu votre dossier, Chloé, et j'ai entendu tantôt le témoignage de votre collègue Tanguy, j'ai pensé vraiment, c'est notre Greta Thunberg du Québec. C'est elle, c'est Chloé, parce que vous menez beaucoup d'actions, évidemment, au sein de l'UQAM, mais aussi à l'extérieur, évidemment, qui sont orientées vers la protection de l'environnement. D'où ça vient, l'étincelle, là, cette passion, ce besoin de vous porter à la défense de l'environnement? On pourrait dire que c'est une
c'est une nécessité, hein, mais Ouais. dans votre cas, ça vient d'où? Là, Oui. Ben, je crois que Greta elle a beaucoup été connue comme une jeune femme qui fait des discours, qui va à des manifestations. Puis même si c'est encore beaucoup le cas aujourd'hui, je crois qu'elle a vraiment maintenant adopté une approche qui cible directement les industries qui polluent donc, et qui commettent vraiment des gros crimes contre l'environnement. Donc, je pense que c'est quand même tout un honneur d'être comparée à elle. Absolument. Je tiens à dire que je ne suis pas la seule. On est des centaines, voire des milliers de jeunes qui sont mobilisés pour la protection de l'environnement au Québec. Et c'est vraiment ça, je pense, qui fait la force de notre mouvement. Mais j'ai un peu de difficulté à cerner c'est parti d'où, en fait, ce besoin de protéger l'environnement. Je crois que déjà au primaire, j'étais très mobilisée par rapport à cet enjeu-là. Je crois que le fait d'avoir fait un bac en environnement, ça m'a vraiment fait prendre conscience de toute la multitude des crises auxquelles on fait face en ce moment, et surtout le plus important, de l'urgence d'agir. Donc, je le vois moins un peu comme une passion de protéger l'environnement, mais plus comme, c'est ça, un devoir, parce que je ne vois pas comment on pourrait faire autrement. C'est quelque chose qui nous affecte tous et toutes. Donc, ouais. Je ne me verrais pas, en fait, agir autrement que ce que je fais en ce moment. Agir, l'action, hein, c'est ça qu'on retient évidemment de votre parcours. Votre directrice de maîtrise, la professeure Michèle Garneau, mentionne dans sa lettre d'appui, dans votre dossier, que vous êtes, c'est très intéressant, une scientifique dotée d'une âme d'artiste. Et moi, je trouve que c'est un amalgame vraiment intéressant. Comment l'UQAM vous permet d'exploiter votre côté créatif dans le cadre de vos recherches? Oui, je pense qu'elle a dit ça parce qu'elle sait que la danse occupe vraiment une place très importante dans ma vie. D'ailleurs, je suis un peu plus à l'aise d'habitude sur une scène avec toute ma troupe de danse que pendant une cérémonie de remise de prix. Mais je pense que je me définis un peu moins comme étant créative dans ma recherche, mais plus comme une scientifique qui est engagée. Donc, à mes yeux, la science, ça ne devrait pas être quelque chose qui est déconnecté de toutes les réalités qui sont sur le terrain, de toutes les crises auxquelles on fait face. Donc, oui, la science doit rester objective, mais je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, les scientifiques doivent vraiment prendre la parole dans la société pour vraiment l'aider à faire face à toutes ces crises, à ces défis. Puis je pense que c'est ça un peu une des forces de l'UQAM, c'est que l'UQAM encourage vraiment ses étudiants et étudiantes et ses professeurs à s'engager pour défendre les luttes, en fait, qui leur sont chaudes à leur cœur. Oui, c'est vrai. La lutte et l'UQAM et l'engagement, ça va ensemble. Merci beaucoup. Chloé, je me tourne vers Jérémie maintenant. Jérémie, lauréate du prix de la relève étudiante au 3e cycle. Donc, vous venez de terminer votre doctorat, Jérémie, et déjà, votre parcours de chercheuse est très impressionnant. Ça a été évoqué, mais vous avez à votre actif, là, j'ai des données. À titre de premier auteur, 5 articles scientifiques déjà, 11 communications dans des congrès scientifiques, très souvent à l'international, et plusieurs collaborations à divers projets de recherche. Je suis curieuse de savoir, est-ce que vous rêviez de faire une carrière de chercheuse? Non, pas du tout. En fait, j'ai toujours su que je voulais travailler pour les enfants, en fait. C'est sûr qu'au final, c'est peut-être pas surprenant parce que je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions. Donc, peut-être que c'est une bonne chose que je sois atterrie en recherche. Mais j'ai toujours su que je voulais travailler pour les enfants. Je ne savais pas exactement quel emploi. J'ai enseigné, j'ai été éducatrice. Et puis, à un moment donné, je me suis posé plus de questions, en fait. Et je me suis inscrite aux études supérieures pour mieux comprendre le développement et l'apprentissage, pour pouvoir y contribuer davantage, en fait. Oui. Et finalement, je me suis rendu compte que c'est un monde qui était parfaitement compatible avec moi. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour la recherche. J'adore ça. Ça me correspond vraiment bien. Ça correspond vraiment à mes valeurs et à qui je suis, à ma personnalité. Ça me permet d'être engagée au niveau où je l'entends, ouais. Les enfants, vous l'avez dit, ils occupent une place centrale dans vos travaux et dans votre parcours aussi. Quand vous avez commencé votre carrière, il y a une vingtaine d'années, si je ne me trompe pas, vous étiez éducatrice à la petite enfance. Dites-nous pourquoi c'est si important d'étudier le développement et le processus d'apprentissage des tout-petits. Oui, bien, le cerveau, particulièrement la petite enfance, est très malléable, en fait. C'est-à-dire que le cerveau crée des connexions, un nombre de connexions impressionnant en jeune âge, particulièrement entre 3 et 6 ans, qui permet d'apprendre, en fait. Et cette capacité-là est beaucoup plus grande que celle d'un adulte à l'enfance. Et donc, dans cette période-là de l'enfance, on a
c'est le moment où l'enfant construit sa représentation du monde. C'est vraiment les fondations de tout ce qui va suivre. C'est une période charnière où se construisent la confiance en soi, la motivation, la capacité d'apprendre, qui sont déterminantes pour s'épanouir ensuite, autant à l'école que dans la vie. Et donc, à mon sens, la petite enfance, l'enfance et particulièrement la petite enfance, c'est des fenêtres vraiment d'opportunités qu'on ne peut pas se permettre d'échapper. Et donc, d'étudier, de mieux comprendre ce qui peut favoriser ou freiner le développement et l'apprentissage, ça peut nous permettre de réfléchir à des pratiques qui sont cohérentes avec notre compréhension de ces processus-là et qui répondent vraiment aux besoins, qui sont vraiment centrés sur les besoins des enfants. Et ultimement, si on veut une société qui est plus équitable, plus engagée, en meilleure santé, on doit commencer par agir tôt en soutenant le développement du plein potentiel de chacun. Ah oui, c'est tellement intéressant. Maintenant, la question qui s'adresse à vous trois, on va faire un tour de table. Donc, j'ai envie de savoir comment l'UQAM, plus spécifiquement, contribue à rendre votre parcours universitaire si riche, si stimulant. Vous l'avez bien montré. On va commencer par vous, Jack. Vous avez choisi l'UQAM pour étudier les sciences économiques quand même, hein? Oh, oui, j'étais chanceux d'avoir les professeurs qui sont accueillants et sont chaleureux. Ils sont souvent comme... Je sens comme c'est avec mes amis et non avec des professeurs, des fois. Et UQAM, c'est vraiment... c'est plus qu'une université, c'est un endroit vivant, inclusif. Et on peut grandir intellectuellement et aussi humainement parce qu'on a la liberté de s'exprimer, de s'impliquer, de créer des projets. Puis je trouve vraiment confortable ici, apprendre de nouvelles choses. Et je désire continuer à étudier à UQAM pour la maîtrise. Ah, c'est pas fini, la maîtrise. Est-ce que c'est une annonce, un scoop qu'on annonce? Ça va se poursuivre à la maîtrise. Bravo, Jack! Et vous, Chloé, comment vous définiriez l'effet UQAM dans votre cheminement? C'est difficile de définir l'effet UQAM, considérant que j'ai fait toutes mes études universitaires à l'UQAM, donc j'ai pas connu autre chose. Mais je crois que j'ai vraiment trouvé une communauté dans laquelle je me sens bien, je me sens à l'aise, que ce soit avec mes amis dans mon programme, mes camarades militants, militantes, mon association étudiante aux sciences aussi, le café étudiant, mon laboratoire de recherche avec Michel, les tourbeux-tourbeuses. Donc, c'est un petit nom de notre labo de recherche, puisqu'on étudie la tourbe. Mais la tourbeuse, c'est votre petit surnom pour le... c'est ça, pour les tourbières. Ben oui, j'aime ça. Mais c'est ça, je pense que c'est ça un peu l'effet UQAM, c'est de venir rassembler les gens autour d'enjeux actuels puis de leur permettre de développer leur pensée critique par rapport à ça. Très bien dit. Jérémy? L'UQAM, en fait, c'est une université qui est engagée et donc qui permet particulièrement de s'intéresser à des problématiques qui proviennent des besoins des milieux. C'est une des choses que j'ai particulièrement appréciées. Et puis, au risque d'être redondante, c'est sûr que c'est une communauté aussi. C'est vraiment ça. Parfois, au cycle supérieur, on entend que les étudiants se sentent seuls. Ça n'a jamais été mon cas. Ah, ouais. J'ai toujours été tellement bien entourée dans les équipes de recherche, par des collègues qui veulent toujours aider les autres. Et donc, j'ai vraiment été choyée, en fait, d'être parmi des gens qui s'entraident constamment et aussi d'avoir eu une mentor exceptionnelle, Laure Marlène Beaufoisy, que vous avez vue tout à l'heure. Merci. Bravo. Félicitations à tous les trois. Je vous remercie. Je suis ravie d'apprendre à mieux vous connaître, nos lauréates et notre lauréat des prix de la relève. Bravo.